Dans ces journaux. Imprimer la vision du parti à ses futurs dirigeants, tel est l'objectif du séminaire de formation idéologique de jeunes cadres organisé du vendredi 25 au samedi 26 juillet par le mouvement de la libération du Congo. Antena, le journal John Gomboa. Madame, Monsieur, bonsoir. La 16e réunion des ministres de l'organe de la SADC en matière politique, défense et sécuritaire s'est tenue à Swakopmund en Namibie et s'est clôturée ce vendredi 25 juillet. Les 15 pays membres de la SADC se sont penchés sur la situation politique et sécuritaire de la sous-région. Deux ministres congolais y ont pris part. Il s'agit de Alexandre Lubatambo, vice-premier ministre en charge de la défense, et Raymond Tshibanda, qui est, comme vous le savez, ministre des Affaires étrangères. C'est un commentaire de Patricia Amouli. Situé à près de 350 km de Windhoek en Namibie, le travaux de la 16e réunion des ministres de l'organe de la SADC s'est déroulé à Swakopmund. Pendant 2 jours, les participants de 15 pays membres ont planché sur la situation politique et sécuritaire de la sous-région. La délégation congolaise, conduite par le vice-premier ministre, ministre de la Défense Alexandre Lubatambo et le ministre Raymond Tshibanda des Affaires étrangères, ont pris une part active à ces assises. Concernant la situation sécuritaire pendant la période 2013-2014 dans la région SADC, qui est restée relativement calme. Pour la RDC, la SADC s'est réjouie de la collaboration avec la CIRGL, l'Union africaine et l'ONU dans la traque et l'élimination de groupes armés dans le M23. Cet organe sous-régional a pris une part active dans la formation de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Pour les secrétaires exécutifs de la SADC, Madame Stergomena Lawrence Tax, le processus de pacification en RDC continue également avec le désarmement volontaire d'autres forces négatives dans le FDLR. À l'ouverture des travaux, Madame Netumbo Nandi Ndaitwah, ministre des Affaires étrangères de la Namibie, a exprimé sa solidarité envers le peuple palestinien tout en condamnant des tirs israéliens sur la bande de Gaza. Saluant le retour de Madagascar, le ministre des Affaires étrangères de la Namibie s'est réjoui du bilan de son pays à la tête de l'organe de la SADC en matière de politique, défense et sécurité. Les recommandations de travaux des Swakopmund seront soumises à l'appréciation de pays membres lors de prochains sommets de chefs d'État et de gouvernement de la SADC prévus le mois prochain à Victoria Falls, au Zimbabwe. À Kinshasa, le Premier ministre Matata Ponyo a reçu hier et aujourd'hui plusieurs délégations de la Banque mondiale et le secrétaire général de l'Union internationale de la télécommunication. Parmi les autres hôtes du Premier ministre, il y avait le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique, Mactar Diop, en visite en République démocratique du Congo. C'est un condensé de Jean-Louis Miasukama. Le vice-président de la Banque mondiale, Région Afrique, Mactar Diop, a reconnu les performances de la RDC en termes de stabilisation et de croissance économique. Il l'a redit au Premier ministre. L'hôte de la RDC compte visiter le site où sera érigé le barrage d'Inga 3. Il effectuera également une visite au site du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Engagé dans le projet Inga, la Banque mondiale pourra investir dans le parc de Bukanga-Lonzo si la visite du président Mactar Diop sur ce site se solde par un avis favorable. Un autre expert de la Banque mondiale, Alexandre Doussou, est à la tête d'une mission sur le secteur aérien. C'est ainsi que sa délégation a visité l'aéroport de Goma au Nord Kivu. Son programme global avec le gouvernement concerne, selon Alexandre Doussou, la réforme à la SNCC. Autre visiteur chez le Premier ministre, Amadoun Touré, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications, en visite à Kinshasa. Il a redit sa volonté de voir les secteurs de télécommunications se développer comme celui des infrastructures en RDC pour arriver à l'émergence et aux objectifs du millénaire du développement. Le Premier ministre a reçu Janine Mabunda, nommée récemment représentante du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles faites aux femmes. Sachez aussi que l'élection législative s'est tenue finalement hier à Befalé
Nous sommes là dans la province de l'Équateur, très bientôt, dans très peu de temps. Vous connaîtrez les nouveaux élus de cette localité. Mais en attendant, ce soir, nous vous proposons ce qu'a été la soirée électorale organisée pour la circonstance par la Commission électorale nationale indépendante ici à Kinshasa. C'est un commentaire de Sylvie Fortuné-Mboula sur des images de David Tembeni. 15 candidats issus des différents partis politiques se sont disputés l'unique siège de la circonscription électorale de Befale dans la province de l'Équateur. Selon les responsables de la CENI, les opérations de vote se sont bien déroulées, bien que le taux de participation soit faible avec une estimation de 58,14%. Les électeurs concernés par ces votes étaient ceux de groupements de Bolemba, Yama et Bompono et 2 autres centres de vote de Lombeolo. Certes, au cours de la soirée électorale qui s'est déroulée le jeudi au siège de la Commission électorale nationale indépendante, le membre du bureau ainsi que d'autres invités ont suivi en direct les opérations de vote à Befale et le dépouillement de bulletins de vote qui a commencé dans la soirée du jeudi. La publication des résultats provisoires devrait intervenir incessamment. Il faut dire que le résultat de l'élection législative à Befale avait été annulé pour raison de fraude et les élections y ont été réorganisées pour permettre à cette circonscription d'être représentée à l'Assemblée nationale. La Commission électorale nationale indépendante a conféré aujourd'hui avec le parti politique sur l'évolution du processus électoral 2013-2016. C'était dans le cadre des concertations organisées à cet effet avec les mandataires des partis politiques à Kinshasa, au Palais du Peuple. Nous y reviendrons peut-être dans nos prochaines éditions avec images et commentaires. Le temps de vous parler du mouvement des libérations du Congo. Le MLC a organisé à partir de ce vendredi une session de formation idéologique à l'intention de ces jeunes cadres et pour objectif d'imprimer la vision du parti à ses futurs dirigeants. Cette session va se clôturer demain. C'est un reportage de Gédéon Lukumena et Mathieu Ngadipovi. La conquête du pouvoir par un parti politique passe aussi par la formation de ses membres. Le mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Mbemba, l'a compris. Raison pour laquelle elle organise ses assises de 2 jours à l'intention des jeunes cadres et les associations de soutien à ces sénateurs congolais. Plusieurs intervenants vont animer cette formation, parmi lesquels le secrétaire général du parti, Thomas Louaka, l'honorable Alexis Lenga, l'honorable F. Bazaïba et autres. Le secrétaire général a circonscrit le fait. Face aux enjeux actuels et à venir, il faut se préparer. Pour cela, nous avons besoin d'avoir des cadres qui maîtrisent les projets de société du MLC, son histoire et ses perspectives d'avenir. C'est pourquoi il a semblé indispensable au secrétariat général de notre parti d'organiser une série de séminaires de formation idéologique en vue de donner des outils qui permettront aux cadres de faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. À travers cette formation, le parti du chairman Jean-Pierre Mbemba a pris une sérieuse option en formant ses membres en vue de l'avenir politique du parti en général et des échéances électorales en particulier. Il s'est clôturé aujourd'hui à Kinshasa un séminaire atelier sur la sécurité dans les transports, particulièrement en ce qui concerne l'aviation. Et Lila Ndani vous propose ce reportage sur ce séminaire animé, entre autres, par les ministres des Transports. Ouvert du 23 au 25 juillet 2014 à Kinshasa par le ministre des Transports et Voies des Communications Justin Kalumba, l'atelier sur la sécurité aérienne a aligné plusieurs thèmes aussi importants qu'évocateurs. Après l'allocution des bienvenus du directeur général de l'autorité de l'aviation civile en République démocratique du Congo, Richard Nyangwile, la possibilité est donnée à l'assistance d'observer 1 minute de silence pour les victimes du dernier crash. Outre les aspects techniques qui doivent être maîtrisés de bout en bout, de nouvelles menaces d'essence terroristes ou criminelles se développent de plus en plus, comme en témoigne l'actualité aéronautique internationale de ces 6 derniers mois. Le continent africain, qui enregistre le taux le plus élevé d'accidents, soit plus de 50% pour un trafic
qui lui ne représente à peine que 2% du trafic mondial, est concerné au premier chef par le défi de la maîtrise du volet technique de la problématique. Pendant 3 jours, les participants ont assisté à la présentation de l'état de la sécurité de l'aviation dans le monde, en Afrique et en RDC. Le principal défi à relever pour réaliser des progrès dans la mise en œuvre effective d'un système de supervision de la sécurité. Au-delà des contributions de partenaires à l'amélioration du plan spécifique sur la sécurité, les questions de sécurisation de l'aviation civile en RDC et de l'intégration des propositions de sécurité seront examinées. À la clôture, les participants ont adopté la feuille de route de l'amélioration de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile en RDC. Le ministre provincial du Katanga, Juvenal Kitungwa, qui est ministre de l'Intérieur précisément, s'est rendu à Kolwezi où il voulait visiter un quartier transformé en carré minier, ce qui a provoqué des éboulements et même une mort d'homme. C'est une correspondance de Marcel Kazanga à Lumbashi. Arrivé le mercredi dans la ville minière de Kolwezi, le ministre provincial de l'Intérieur, Décentralisation et Sécurité s'est personnellement rendu au quartier Kasulo de la commune de Manika, transformé ces jours-ci en carrière minière. Juvenal Kitungwa a eu un entretien de 2 heures avec ses creuseurs clandestins. Le patron provincial de l'Intérieur a décrié cette opération entreprise. C'est maintenant une exploitation artisanale qui va surgir dans un quartier résidentiel avec tout ce que ça comporte comme conséquence en termes de déstructuration du tissu social. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que va devenir ce quartier dans 6 mois, dans 12 mois. Ça va être une zone complètement détruite. Donc nous allons enregistrer beaucoup de dégâts. Les maisons vont normalement s'écrouler, ça va être des érosions, c'est-à-dire à grande échelle, parce que c'est un quartier à peu près de 30 000 habitants qui voit comme ça du jour au lendemain plus de 30 000 habitants. Ces creuseurs doivent s'organiser en comité pour les négociations et accepter de travailler avec les services techniques des mines pour un encadrement provisoire. Juvenal Kitungwa. C'est avec beaucoup de regrets que je vais pouvoir vous annoncer que ce n'est pas très responsable de notre part de pouvoir laisser les gens travailler dans ces conditions. Nous avons fait l'évaluation de la situation et sur base de l'évaluation de la situation, nous avons pris une série de mesures provisoires. La première chose, s'organise, ils constituent des comités pour que le dialogue puisse commencer et puis ensuite qu'ils acceptent que les services de l'État puissent être installés, c'est-à-dire la présence des SESCAM, de la division des mines et des services de l'environnement, afin que ces 3 services puissent aider les creuseurs à pouvoir se déployer sans trop de risques. Il s'y est de signaler qu'un éboulement causant la mort de 3 personnes a été enregistré dans la nuit du mardi au mercredi et un délai de 30 jours leur a été donné. De retour de Kolwezi, Marcel Kazanga, Antenne A Télévision. Comme à l'accoutumée, la Société nationale d'assurance a payé les sinistres tous les jeudis et le même jeudi, la SONAS a poursuivi avec la session de formation de ces cadres. C'est un condensé de Willy Kacha. Jeudi 24 juillet, 4e jour de la session de formation des cadres de la SONAS, a connu comme orateur Emmanuel Nakasila Nawena. Cet expert en matière d'assurance a rappelé à l'assistance la fonction marketing dans une société commerciale et a fait l'évaluation de la politique générale de vente de produits SONAS. Toujours dans son speech, Emmanuel Nakasila a ressorti quelques problèmes auxquels la SONAS est confrontée dans la vente de ses produits. Dans la même journée, l'assureur institutionnel a payé 112 dossiers sinistres à l'endroit habituel, à savoir Espace Jeudi Sinistre. Il s'agit de la branche d'assurance vie, incendie et automobile. Ce n'est pas moi, il s'agit de mon papa qui a connu un cas de sinistre. Voilà pourquoi la SONAS nous a indemnisés aujourd'hui. Ça fait plaisir. Il n'y a donc pas à douter de la SONAS. Cette opération Jeudi Sinistre est une initiative de la Direction Générale en conformité avec la loi de 1966 portant création de la Société Nationale d'Assurance, SONAS en abrégé.
Fantasia, c'est la nouvelle collection d'épargne de l'entreprise Vlisco qu'il a mis dernièrement sur le marché. La présentation de cette nouvelle collection s'est déroulée le mardi 23 juillet dans sa boutique située sur l'avenue Tombalbaye. Nous sommes là dans la commune de la Gombe à Kinshasa. C'est un reportage de Nadia Koulenfouka et Duzen Belebele. Nous allons y revenir au cours de ce journal. Le temps de vous rappeler que le 17 mai, journée dédiée aux télécommunications, a été, nous l'avons déjà dit hier, renvoyée au 25 juillet pour qu'il n'y ait pas coïncidence avec la fête, l'arrivée de l'Afdel à Kinshasa. Eh bien, dans ce reportage, notre rédaction a décidé, à l'occasion de cette journée, de vous présenter les nouveaux métiers créés par l'arrivée des nouvelles technologies de l'information et de la communication en République démocratique du Congo. C'est le cas de revendeurs des cartes prépayées. C'est un reportage de Lucie Mamba, Patricia Bassois et Pepito Matondo. 17 mai 2014, journée dédiée aux télécommunications, a été décalée en République démocratique du Congo pour être célébrée ce vendredi 25 juillet 2014. Une occasion pour les vendeurs de cartes d'exprimer leurs sentiments. Nous vendons les cartes, mais cela n'est plus comme avant, parce que les vendeurs, il y en a beaucoup actuellement. En plus, nous subissons beaucoup de tracasseries policières. Nous ne savons plus tirer beaucoup de bénéfices. La société vendeuse de cartes paie ses taxes et impôts. Elle tire également bénéfice de ses ventes. De même, nous aussi, il fallait que nous puissions tirer des bénéfices, mais cela n'est plus le cas. Ils s'en sortent bien, mais sont butés à plusieurs difficultés. Nous sommes victimes de beaucoup de tracasseries policières. La vente est devenue difficile. Nous venons de loin, mais nous n'arrivons plus à vendre correctement. Et nous ne savons plus comment nourrir nos familles. Signalons que l'arrivée de nouvelles technologies et de la communication ont sensiblement changé la vie de l'homme dans le monde. À ce jour, à Kinshasa comme partout ailleurs dans le monde, la messagerie électronique s'est faite de plus en plus à partir du téléphone portable que dans les cybercafés. Une révolution à encourager, mais qui n'a pas que des avantages. On va parler sport. Les Léopards football de la RDC U17 vont recevoir leurs homologues du Nigeria, les Super Eagles, en match qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations Niger 2015. C'est samedi 26 juillet au stade Tata Raphaël. Patrick Borel, Mukendi et Rigo Moulopo ont recueilli pour vous les propos du coach des Léopards, Eric Chibassou. Le moral, il est au beau fixe. De toutes les façons, on avait abordé ce match en sachant très bien qu'on jouait contre une équipe qui est tenante du titre et championne du monde. Donc on n'avait rien à perdre, on a tout à gagner en allant ce match. On va aller avec notre préparation et avec tous nos atouts pour essayer de faire tomber les champions du monde. Là, vraiment, ils n'ont pas de raison parce que la majeure partie de l'équipe est composée de Quinois et avec un joueur du Bas-Congo et 3 joueurs du Katanga. Donc ce sont nos enfants à vous. Bango, Betara, tournoi, Loko RTL, donc ils n'ont pas de raison de ne pas soutenir Bango. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'ils jouent le Nigeria, donc ils ont besoin vraiment de vous pour pouvoir faire tomber le Nigeria. Donc nous, on a besoin vraiment que les supporters soient derrière nous et puissent nous appuyer parce que ça ne va pas être facile, mais on est motivé et on a envie d'aller gagner. Moi, depuis le départ, je suis venu faire une détection et ma liste était déjà bouclée à la fin mai. Donc j'ai pas eu de problème comme chez les U20. Je connaissais un peu la réalité d'ici parce qu'étant donné que j'étais adjoint du coach Lofumbo en U20, donc l'année passée, on est allé à la CAN. Donc je connaissant ces réalités-là, je me suis, comment on appelle ça, on a essayé un peu de se protéger en faisant une liste de joueurs sur une détection. On a détecté les joueurs et à partir de cette détection-là, nous avons pu réussir à tirer un noyau dans lequel on a travaillé pendant ces 1 mois et demi.
La diplomatie sportive fait désormais partie des relations internationales. Sport United a dépêché les stars de la NBA et du Women NBA pour encadrer les joueurs et joueuses de Kinshasa et qui vont participer à l'édition 2014 du festival de basket dénommé King Jam. La conférence de presse de ces stars de la NBA a eu lieu au centre américain où se trouvaient Patricia Amoli et Pepito Matondo. Deux ambassadeurs sportifs américains, à savoir la star de la Women NBA, Ruth Tyler, et la star de la NBA, Cédric Ceballos, séjournent à Kinshasa pour quelques jours dans le cadre du programme du département d'État dénommé Sport United. Au cours de la conférence de presse tenue vendredi 25 juillet 2014, le coach de la NBA, Franck Traoré, a affirmé que le basket contribue à l'éducation de la jeunesse. C'était vraiment un honneur de travailler avec eux. J'étais avec eux pendant tout notre séjour ici. Et comme ce que vous venez de dire, c'était vraiment très bien de voir les jeunes Congolais. Côté physique, intellectuel, je pense qu'avec une bonne organisation, le Congo peut être une nation de basketball. Et aussi, ce que nous avons parlé avec les jeunes, ce n'est pas non seulement discuter de basketball, c'est très important. On parle aussi de ce qu'on appelle life skills. Ce qui veut dire qu'il faut utiliser le basket comme outil, par exemple, pour avoir une bonne éducation. Le basket aussi permet de cultiver aux jeunes l'esprit de solidarité, l'esprit d'équipe, l'esprit de discipline. Cédric et Ruth utilisent leur passion pour le basketball afin d'enseigner et d'inspirer les enfants du monde aux rudiments du leadership, du travail d'équipe et de compétences en matière de communication dans la vie sociale et dans le basket. Nous allons revenir sur la présentation du Pagne Fantasia par Vlisco mercredi dernier à Kinshasa. C'est un reportage de Nadia Koulianfouka et Duzen Belebele. Le lancement d'une nouvelle collection à chaque trimestre est une tradition pour l'entreprise Vlisco. Et la dernière dans la série s'appelle Fantasia. Ces thèmes sont uniques et donnent à chaque femme porteuse de ces pagnes, empreinte de ses designs, une identité particulière. Celle-ci, elle s'appelle Fantasia et comme le dit le nom, nous permettons à la femme aujourd'hui de pousser encore plus loin dans la recherche de l'élégance. Parce que nous mettons à sa disposition des motifs osés, des couleurs osées et même des dimensions des pagnes. Parce qu'initialement, nous lançons nos pagnes de collection dans des dimensions de 6 yards. Mais cette fois-ci, nous avons mis à la disposition du client, du consommateur, des dimensions allant de 2 à 6 yards, permettant ainsi à la femme de pouvoir oser dans ses confections, donc faire des mélanges, des mixtes et vraiment aller s'exprimer. Et comme on a dit, de créer sa propre identité par rapport à nos produits. À l'occasion du lancement de la nouvelle marque Fantasia, l'entreprise Vlisco a convié un parterre d'invités et partenaires de venir savoureux des nouveaux styles audacieux et sophistiqués aux empreintes sensuelles et ludiques. Au cours de cette soirée, Vlisco a aussi présenté les créatrices de mode Fashion Found qui ont bénéficié de machines à coudre venues de la Hollande. Et pour mettre la cerise sur les gâteaux, un défilé haut en couleur a marqué la cérémonie et a permis au public de contempler la collection du styliste ivoirien Eloi Essou et de la congolaise Fanny Mandina. Nous allons à présent faire un tour à travers le monde sur les principaux faits d'actualité en ce jour. 83 est considéré par les pilotes comme un avion très sûr. L'appareil avait été récemment révisé. Mais l'histoire montre malheureusement qu'un avion considéré comme sûr peut subir une panne imprévisible. La coupure des moteurs, par exemple, pourrait expliquer la chute. C'est la première des hypothèses qui expliquerait la catastrophe aérienne. Mais une autre explication circule, celle du mauvais temps. L'avion qui a décollé du Burkina Faso devait traverser une zone réputée pour ses nombreuses tempêtes de sable. L'avion a demandé expressément à changer d'itinéraire à cause du mauvais temps. Pour en comprendre l'impact, il faut regarder ces images de tempêtes de sable prises au sol. En quelques secondes, on a l'impression que c'est la nuit.
Le sable obscurcit tout. Imaginez l'impact sur un avion en plein vol. Ajoutez à cela que ces nuages de sable sont souvent accompagnés d'orages violents, montant parfois jusqu'à 15 000 mètres d'altitude. Ce type de tempête peut engloutir un avion entier. Viennent ensuite les hypothèses plus politiques. Depuis des mois, les militaires français sont déployés dans la zone survolée au Mali notamment. Ils combattent les islamistes d'Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. On pourrait imaginer que les islamistes aient glissé une bombe dans l'un ou l'autre bagage. Il y avait 50 Français à bord. On pourrait aussi envisager que les islamistes aient utilisé un lance-missile comme celui-ci pour détruire l'avion en plein vol. Mais cette hypothèse semble peu probable. Ce type de missile ne peut pas atteindre un avion à 10 000 mètres d'altitude. Pour le moment, aucune hypothèse ne s'impose. Il faudra attendre l'analyse des fameuses boîtes noires. À présent, nous allons lire la presse écrite parue ce vendredi à Kinshasa dans une sélection et commentaires des Don Nomades. Bienvenue à cette revue de presse. Le vice-gouverneur Impeto met du feu à l'Équateur, rapporte l'objectif. La note circulaire de Sébastien Impeto, datée du mercredi 16 juillet, demandant à tous les membres du cabinet du gouverneur de province de rester à la maison jusqu'à nouvel ordre, a provoqué des échauffourées le jeudi 23 juillet dans la ville de Mbandaka. Les membres du cabinet du gouverneur qui ont manifesté contre ce qu'ils qualifient une décision illégale ont été violemment réprimés par le policier. Le Bas-Congo par contre connaît un réchauffement électrique provoqué par la chaleur des installations du barrage d'Inga. Les câbles électriques transportant du courant chauffent la terre. Ces réchauffements soulignent la prospérité, la rend ainsi stérile. Question d'éviter le feu à l'est de la RDC. La référence plus révèle que la relocalisation des FDLR est un moyen d'annihiler l'intervention du Rwanda en RD Congo. Les autorités de la province orientale ont souligné au cours d'une conférence de presse que les rebelles rwandais présents en RDC depuis 20 ans sont la source des malheurs des concitoyens de l'Est. Le dossier FDLR est donc géré par le gouvernement de la RD Congo et la communauté internationale. Suite à la série de messages de plus en plus récurrents des évêques, fait considéré comme tentative, vérité d'interférence de l'Église dans le fonctionnement de l'État, chez Okitundu, dans une sainte colère, rappelle à l'intention de tous que la laïcité étant sanctuarisée par la Constitution, il est préférable que les uns et les autres en tirent les conséquences. La 4e conférence économique de la RDC s'est clôturée le 23 juillet. Ce forum a fait plusieurs recommandations visant à favoriser la relance de la production agricole sur toute l'étendue du pays. De l'amélioration du système bancaire à la fourniture en énergie dans les milieux ruraux, en vue de la transformation, en passant par la conservation de produits agricoles, les participants ont scruté toutes les stratégies pouvant booster l'économie du pays. Information à lire dans les dépêches de Brazzaville. Forum des As revient sur la candidature du docteur Okobele à l'Organisation mondiale de la santé Afrique. De Niamey à Dakar, en passant par Conakry et Ouagadougou, l'envoyé spécial de la RD Congo, la ministre du Genre, Geneviève Inagossi, a bien fait passer le message du Raïs à ses homologues d'Afrique, estime le confrère. Du coup, la candidature du docteur congolais Jean-Marie Okobele s'en trouve consolidée. Fin de cette revue de presse, bon début des week-ends à tous. Bon début de week-end donc à tout le monde. Demain, samedi, 19h, vous retrouverez Sylvie Mboula. Et moi, je serai avec vous déjà.